Au printemps 1979, 9 hommes ont disparu dans les comtés ruraux du Kentucky oriental en l'espace de 6 semaines. Leurs corps n'ont été retrouvés que 3 ans plus tard, au fond d'un ancien puits de mine abandonné près de Kentucky Creek, les poumons encore remplis de l'eau boueuse de la rivière. Les autopsies ont révélé quelque chose de particulièrement troublant. Chacun d'entre eux avait été maintenu sous l'eau suffisamment longtemps pour perdre connaissance, puis remonter à la surface pour reprendre leur souffle, avant d'être replongés. Certains avaient vécu ce cycle jusqu'à 4 fois avant la noyade finale. Qui étaient ces hommes? Pourquoi avaient-ils été tués de cette manière si méthodique? Et surtout, comment leurs assassins avaient-ils pu opérer pendant des semaines sans éveiller le moindre soupçon? Avant de poursuivre ce récit troublant, si vous appréciez les véritables mystères comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Dites-nous en commentaire de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Nous sommes curieux de savoir où se trouve notre communauté à travers le monde. Découvrons maintenant comment tout a commencé. Le premier à disparaître fut Curtis Blevins, 42 ans, dans la nuit du 12 mars 1979. Cet homme vivait seul dans une caravane près de Prestonsburg, dans le comté de Floyd. Il travaillait occasionnellement comme mécanicien automobile, mais ses voisins savaient que son véritable revenu provenait d'autres activités. Le 13 mars au matin, son patron à la station-service locale l'attendit pendant 2 heures avant de téléphoner chez lui. Personne ne répondit. Sa camionnette Ford blanche, celle qu'il conduisait partout, resta garée devant chez lui pendant 3 jours, avant que quelqu'un ne signale son absence au bureau du shérif. Le rapport de police mentionne que le véhicule était verrouillé, les clés introuvables. À l'intérieur de la caravane, rien ne semblait déranger. Une assiette avec des restes de nourriture séchée se trouvait sur la table de la cuisine. La radio était encore allumée, réglée sur une station de musique country. Les enquêteurs notèrent l'absence de signes de lutte ou d'effraction. Curtis Blevins semblait simplement être sorti de chez lui et ne jamais être revenu. 2 semaines plus tard, le 28 mars, Raymond Tucker disparut dans des circonstances similaires. Cet homme de 37 ans habitait Pikeville, à environ 40 km au sud-est de Prestonsburg. Il avait quitté son domicile vers 21 heures, en disant à sa femme qu'il avait une livraison à faire. Elle ne précisa jamais de quel type de livraison il s'agissait. Raymond ne rentra jamais. Sa voiture, une Chevrolet Impala de 1974, fut retrouvée 3 jours plus tard sur un chemin de terre près de la route 23, moteur froid, portière déverrouillée, clé sur le contact. La femme de Raymond contacta le shérif le lendemain de sa disparition. L'officier qui prit sa déposition nota qu'elle semblait nerveuse, évitant certaines questions sur les activités nocturnes de son mari. Quand on lui demanda s'il avait des ennemis, elle répondit simplement « Dans ce métier, tout le monde a des ennemis ». Elle refusa d'élaborer davantage. Entre le début avril et la fin avril 1979, 7 autres hommes disparurent dans un rayon de 80 km autour de Pikeville. Leurs âges variaient entre 29 et 53 ans. Certains vivaient seuls, d'autres avaient des familles. Tous partageaient une caractéristique commune que les autorités ne découvriraient que bien plus tard. Ils étaient tous impliqués dans le transport et la vente d'alcool de contrebande dans les comtés où l'interdiction de vente d'alcool était encore en vigueur. Thomas Hensley, 34 ans, disparut le 3 avril. Gerald Sloan, 48 ans, le 11 avril. Danny Combs, 29 ans, le 15 avril. Les disparitions se succédaient avec une régularité qui aurait dû alerter les autorités. Mais dans cette région des Appalaches, où les gens disparaissaient régulièrement pour diverses raisons, accidents de mine, querelles familiales, dettes de jeu, personne n'établit immédiatement de connexion entre ces cas. Le 22 avril, Michael Mullins, 53 ans, quitta son domicile de Hindman pour ce qu'il décrivit à sa fille comme un rendez-vous professionnel. Il ne revint jamais. Le 26 avril, James Howard Potter, 32 ans, disparut après avoir dit à son frère qu'il devait régler un problème avec quelqu'un. 2 jours plus tard, le 28 avril, Larry Dean Tackett, 41 ans, fut vu pour la dernière fois dans un bar local de Jenkins. Il était 23 heures. Le barman se souvint qu'il semblait pressé de partir, mais ne parut pas inquiet ou effrayé. La 9e et dernière disparition eut lieu le 2 mai 1979. Bobby Ray Owens, 38 ans, vivait dans une petite maison en bois près de la ville de Wheelwright. Ce soir-là,
Un voisin l'entendit démarrer sa camionnette vers 22h30. Le véhicule fut retrouvé abandonné le lendemain matin sur un pont qui enjambait Kentucky Creek, le réservoir d'essence presque vide, les phares encore allumés, vidant lentement la batterie. À la mi-mai 1979, les familles commencèrent à comparer leurs expériences. Une femme appela une autre dont le mari avait également disparu, puis une troisième. Elles découvrirent que leurs maris se connaissaient tous, au moins de réputation. Elles découvrirent également que plusieurs d'entre eux avaient mentionné, dans les jours précédant leur disparition, des problèmes avec les gens de l'autre côté de la rivière. Personne ne savait exactement qui étaient ces gens. Le shérif du comté de Pike, William Stratton, fut finalement contraint de reconnaître qu'il y avait peut-être un lien entre ces disparitions. Le 18 mai, il organisa une conférence de presse dans laquelle il déclara que son bureau enquêtait sur la possibilité que ces hommes aient été victimes d'un crime. Il ne mentionna pas le trafic d'alcool, mais tout le monde dans la région comprit le sous-texte. Ces hommes n'étaient pas des citoyens ordinaires. Ils vivaient dans les marges de la légalité. Mais même avec cette reconnaissance officielle, l'enquête progressait lentement. Les témoins potentiels refusaient de parler. Les familles donnaient des réponses évasives. Dans les Appalaches, on ne parlait pas aux autorités, surtout quand il s'agissait d'affaires impliquant l'alcool de contrebande. Cette loi du silence rendait le travail des enquêteurs presque impossible. Les recherches se concentrèrent sur les derniers endroits où chaque homme avait été vu. Des équipes fouillèrent les forêts, les ravins, les anciennes mines abandonnées qui parsemaient la région. Ils ne trouvèrent rien. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'indices. C'était comme si 9 hommes s'étaient évaporés dans l'air des montagnes. L'été passa, puis l'automne. Les familles organisèrent des services commémoratifs, bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé. Certaines épouses commencèrent des procédures pour faire déclarer leur mari légalement décédé. La vie continua dans les petites villes des comtés de Pike, Floyd et Knott, mais une inquiétude sourde persistait. Qui avait fait disparaître ces hommes? Et surtout, pourquoi? Les 9 hommes disparus représentaient une génération spécifique des Appalaches. Ils avaient grandi dans les années 1950 et 1960, à une époque où l'industrie du charbon commençait son déclin, mais où les comtés secs, ces juridictions où la vente d'alcool restait interdite, offraient encore des opportunités lucratives pour ceux prêts à prendre des risques. Curtis Blevins, le premier à disparaître, avait 42 ans. Il était né en 1937 dans une famille de mineurs. Son père était mort d'une maladie pulmonaire liée au travail dans les mines quand Curtis avait 16 ans. Au lieu de suivre les traces paternelles, Curtis avait choisi une autre voie. À 20 ans, il transportait déjà de l'alcool depuis la Virginie occidentale vers les comtés secs du Kentucky. C'était un travail dangereux, mais payant. Raymond Tucker, 37 ans, laissait derrière lui une femme et 3 enfants. Son fils aîné avait 14 ans au moment de la disparition. Des années plus tard, ce garçon raconterait que son père rentrait souvent tard la nuit avec de grosses liasses de billets qu'il cachait dans une boîte en métal sous le plancher de leur chambre. La femme de Raymond savait comment son mari gagnait sa vie, mais elle ne posait jamais de questions. Dans cette région, ne pas savoir était souvent plus sûr que savoir. Les 7 autres victimes avaient des histoires similaires. Certains étaient mariés, d'autres vivaient seuls. Certains avaient des emplois légitimes qui servaient de couverture, mécaniciens, chauffeurs de camions, ouvriers agricoles. Mais tous complétaient leurs revenus en transportant ou en vendant de l'alcool dans les zones où il était interdit. Ce commerce existait depuis la Prohibition et avait survécu à son abrogation grâce aux lois locales qui maintenaient l'interdiction dans certains comtés. La distribution géographique de leur disparition révélait un schéma intéressant. 6 des 9 hommes avaient disparu dans un rayon de 30 km autour de Pikeville. Les 3 autres venaient de zones plus éloignées, mais tous opéraient dans la même région générale des montagnes des Appalaches orientales. Ils se connaissaient, au moins de réputation. Ils fréquentaient les mêmes bars, utilisaient les mêmes routes de montagne, vendaient parfois aux mêmes clients. Mais ce qui liait vraiment ces hommes ensemble, ce que les autorités mettraient des mois à découvrir, c'était leur affiliation lâche à un réseau de distribution contrôlé par la famille Caudill, basé dans le comté de Letcher. Les Caudill n'étaient pas une organisation criminelle au sens traditionnel. C'était plutôt un clan familial étendu qui contrôlait, par tradition et intimidation,
certaines routes de contrebande dans la région depuis les années 1930. Les 9 victimes n'étaient pas des membres de la famille Caudill, mais ils travaillaient sous leur protection. Ils payaient un pourcentage de leurs profits en échange du droit d'opérer sans interférence. Ce système avait fonctionné pendant des années, jusqu'au début de 1979. Le mécanisme de leur disparition montrait une planification minutieuse. Chacun avait été contacté séparément, attiré vers un lieu isolé sous un prétexte plausible. Personne n'avait apparemment résisté ou tenté de fuir. Cela suggérait qu'ils faisaient confiance à ceux qui les avaient appelés. Ils ne s'attendirent pas à être en danger. Les enquêteurs notèrent également la chronologie serrée. 6 semaines pour 9 disparitions. C'était un rythme soutenu qui indiquait soit plusieurs auteurs travaillant ensemble, soit un ou plusieurs individus extrêmement organisés et déterminés. Le fait qu'aucun corps n'ait été découvert pendant cette période suggérait aussi une connaissance approfondie du terrain local, des endroits où cacher des cadavres sans risque de découverte rapide. Mais le silence qui entourait l'affaire était peut-être l'aspect le plus troublant. Dans une région où tout le monde connaissait tout le monde, où les rumeurs se propageaient plus vite que les nouvelles officielles, personne ne semblait savoir quoi que ce soit. Les bars où ces hommes buvaient restaient silencieux. Les familles ne parlaient pas. Les associés professionnels disparaissaient dans l'ombre. Ce n'était pas juste de la peur. C'était quelque chose de plus profond, un code non écrit des montagnes. On ne trahissait pas les siens, même face à la mort. On réglait ses affaires en interne. On ne faisait pas confiance aux autorités extérieures. Ce mur de silence rendrait l'enquête pratiquement impossible pendant les 3 années suivantes. À l'automne 1979, les recherches actives furent progressivement abandonnées. Les cas restèrent techniquement ouverts, mais aucun progrès n'était réalisé. Le shérif Stratton admit en privé qu'il n'avait aucune piste viable. Les familles apprirent à vivre avec l'incertitude, cette zone grise entre l'espoir et le deuil. Certains continuaient à croire que leurs hommes reviendraient un jour. D'autres savaient, dans leur cœur, qu'ils ne les reverraient jamais. Et pendant tout ce temps, quelque part dans les montagnes, 9 corps reposaient au fond d'un puits de mine abandonné, attendant d'être découverts. Mais qui avait fait cela? Qui avait méthodiquement fait disparaître 9 hommes en 6 semaines? La réponse à cette question surprendrait tout le monde quand elle émergerait finalement en 1982. Car les responsables n'étaient pas une organisation criminelle rivale, ni des agents de la loi corrompus, ni même des tueurs solitaires psychopathes. C'était quelque chose de bien plus dérangeant dans sa banalité quotidienne. En mai 1982, 3 ans après les disparitions, un géologue travaillant pour une entreprise minière explorait d'anciennes mines abandonnées dans les collines au nord de Kentucky Creek. Il cherchait des sites potentiels pour de nouveaux forages. Vers 15 heures, le 14 mai, il descendit dans un puits vertical qu'il avait repéré sur de vieilles cartes minières. Ce puits, creusé dans les années 1920, descendait à environ 15 mètres avant de s'ouvrir sur une galerie horizontale partiellement inondée. Sa lampe torche éclaira d'abord l'eau stagnante au fond. Puis il remarqua quelque chose qui flottait à la surface. Une forme pâle et gonflée, puis une autre, et encore une autre. Il remonta immédiatement et contacta les autorités. L'équipe de récupération mit 2 jours à extraire tous les corps, 9 au total. La décomposition avancée et l'immersion prolongée rendaient l'identification difficile, mais les vêtements, les effets personnels et finalement les dossiers dentaires confirmèrent ce que tout le monde soupçonnait déjà. C'étaient les 9 hommes disparus en 1979. Le médecin légiste, le docteur Harold Sampson, effectua les autopsies dans la morgue du comté de Pike. Son rapport, daté du 20 mai 1982, contenait des détails qui transformèrent radicalement la nature de l'enquête. Tous les hommes étaient morts par noyade. Leurs poumons contenaient de l'eau correspondant à celle de Kentucky Creek, pas à l'eau stagnante du puits de mine. Cela signifiait qu'ils avaient été noyés ailleurs, puis transportés jusqu'au puits. Mais le plus troublant était l'état de leur corps. Plusieurs présentaient des ecchymoses sur les épaules et le haut des bras, cohérentes avec le fait d'avoir été maintenus fermement. 3 d'entre eux avaient des marques sur la nuque, suggérant qu'une pression avait été appliquée pour les maintenir sous l'eau. Et sur 4 des victimes, le docteur Sampson nota des signes de reprise de conscience et de nouvelle immersion,
basée sur des patterns spécifiques d'absorption d'eau dans les tissus pulmonaires. Ces hommes n'avaient pas simplement été noyés. Ils avaient été torturés par noyades répétées avant leur mort finale. Quelqu'un les avait délibérément maintenus sous l'eau, les avait laissés reprendre leur souffle, puis les avait replongés. Certains avaient vécu ce cycle 3 ou 4 fois avant de mourir. L'enquête reprit avec une urgence renouvelée. Le nouveau shérif du comté de Pike, Daniel Webb, qui avait remplacé Stratton en 1981, forma une équipe spéciale. Ils commencèrent par réexaminer tous les témoignages recueillis en 1979, cherchant des patterns qu'ils auraient pu manquer. Un élément émergea rapidement. Plusieurs des victimes avaient mentionné, dans les semaines précédant leur disparition, des problèmes avec une famille spécifique, pas les Caudill, qui contrôlait traditionnellement le trafic d'alcool dans la région. Une autre famille. Les Dawson. Les Dawson vivaient dans une propriété isolée près de Shelby Creek, à environ 20 km au nord-est de Pikeville. La famille était connue dans la région depuis plusieurs générations. Le patriarche, Vernon Dawson, 68 ans en 1982, était un homme respecté dans la communauté. Il avait travaillé toute sa vie dans les mines avant de prendre sa retraite en 1975. Ses voisins le décrivaient comme calme, poli, un homme qui allait à l'église chaque dimanche et ne causait jamais de problème. Vernon avait eu 4 fils avec sa femme Martha, décédée d'un cancer en 1977. L'aîné, Vernon Jr., avait 46 ans en 1982. Le deuxième, Robert, 43 ans. Le troisième, Daniel, 41 ans. Le plus jeune, Thomas, 38 ans. Les 4 frères vivaient tous dans des maisons séparées sur la propriété familiale, un terrain de 12 hectares qui s'étendait le long de Shelby Creek. Aucun des frères Dawson n'avait de casier judiciaire significatif. Vernon Jr. avait été arrêté une fois en 1968 pour conduite en état d'ivresse. Robert avait eu une altercation dans un bar en 1973 qui s'était soldée par une amende pour trouble à l'ordre public. Mais à part ces incidents mineurs, la famille semblait vivre tranquillement, sans attirer l'attention des autorités. Ce qui attira l'attention des enquêteurs, cependant, c'était la réputation locale de la famille. Quand on commença à poser des questions plus approfondies, une image différente émergea. Les Dawson n'étaient pas des gens qu'on contrariait. Ils étaient reconnus pour leur fierté familiale intense et leur refus de tolérer ce qu'ils considéraient comme des manques de respect. Il y avait des histoires, jamais formellement rapportées à la police, de disputes qui s'étaient terminées avec des adversaires battus ou humiliés. Plus important encore, les Dawson étaient eux-mêmes impliqués dans le trafic d'alcool. Pas de manière extensive comme les Caudill, mais ils opéraient leur propre petit réseau de distribution dans les comtés de Pike et Knott. Ils produisaient également leur propre moonshine dans un alambic caché quelque part dans les collines derrière leur propriété. Cette activité les mettait en concurrence directe avec le réseau Caudill et ses associés. Un témoin, qui accepta de parler seulement sous condition d'anonymat, raconta aux enquêteurs une conversation qu'il avait eue avec Curtis Blevins en février 1979, un mois avant sa disparition. Curtis avait mentionné que les Dawson posaient des problèmes. Il n'avait pas élaboré, mais son ton suggérait qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux. Un autre témoin se souvint d'avoir entendu Raymond Tucker parler des Dawson quelques jours avant sa disparition. Raymond avait dit que la famille essayait de prendre le contrôle de routes qui ne leur appartenaient pas. Encore une fois, pas de détails spécifiques, juste une tension sous-jacente. Mais c'était un troisième témoignage qui allait vraiment faire avancer l'enquête. En juin 1982, une femme nommée Betty Lou Combs, la veuve de Danny Combs, l'une des victimes, contacta le shérif Webb. Elle dit qu'elle avait quelque chose à raconter, quelque chose qu'elle avait gardé pour elle pendant 3 ans par peur. Le soir où son mari avait disparu, le 15 avril 1979, il avait reçu un appel téléphonique vers 20 heures. Betty Lou avait décroché. Une voix d'homme qu'elle ne reconnaissait pas avait demandé à parler à Danny. Elle avait passé le téléphone à son mari. La conversation avait duré moins d'1 minute. Après avoir raccroché, Danny lui avait dit qu'il devait sortir pour rencontrer quelqu'un au sujet de la route de Shelby. Il était parti immédiatement et n'était jamais revenu. Betty Lou n'avait jamais mentionné cet appel à la police en 1979. Elle avait eu peur. Mais maintenant, 3 ans plus tard, avec les corps retrouvés et l'enquête rouverte,
Elle pensait que cette information pourrait être importante. La route de Shelby. C'était la route qui passait près de la propriété des Dawson. Le shérif Webb obtint un mandat de perquisition pour la propriété des Dawson. Le 22 juin 1982, à 6 heures du matin, une équipe de 15 officiers arriva sur les lieux. Vernon Senior et ses 4 fils furent placés en garde à vue pendant que les enquêteurs fouillaient les maisons et le terrain. Ils ne trouvèrent aucune preuve physique directe liant les Dawson au meurtre. Pas d'armes, pas de vêtements appartenant aux victimes, pas de notes ou de documents compromettants. Mais ils découvrirent quelque chose d'intéressant dans une remise derrière la maison de Vernon Jr. Attachée au mur, soigneusement enroulée, se trouvait une longueur de corde de nylon d'environ 30 mètres. Un examen plus approfondi révéla que cette corde était identique, dans sa composition et son fabricant, à des fibres retrouvées sur les vêtements de 2 des victimes. Ce n'était pas une preuve concluante, mais c'était suffisant pour garder les Dawson en garde à vue et intensifier l'interrogatoire. Les 5 hommes furent séparés et questionnés individuellement. Vernon Senior refusa de parler sans avocat. Vernon Jr. fit de même. Robert et Daniel donnèrent des réponses évasives, confirmant qu'ils connaissaient certaines des victimes mais niant toute implication dans leur disparition. Mais Thomas, le plus jeune frère, commença à montrer des signes de nervosité après plusieurs heures d'interrogatoire. Il transpirait malgré l'air conditionné de la salle d'interrogatoire. Ses mains tremblaient légèrement quand il buvait de l'eau. Le détective qui le questionnait, Marcus Holland, un vétéran de 22 ans dans la police, reconnut les signes. Cet homme voulait parler. Il avait juste besoin d'une raison pour le faire. Holland changea de tactique. Au lieu de l'accuser directement, il commença à parler de la vie en prison. Il décrivit comment les hommes condamnés pour meurtre passaient souvent le reste de leur vie enfermés, comment certains développaient des maladies mentales, comment la solitude les brisait. Puis il mentionna la possibilité de réduction de peine pour coopération. Comment un homme qui aidait la justice pourrait peut-être éviter la peine capitale. Thomas Dawson écouta en silence pendant plusieurs minutes. Puis à 17h43, le 22 juin 1982, il dit « Je veux un avocat, mais je veux aussi qu'on sache que je n'ai tué personne de mes propres mains. » C'était la première fissure. Au cours des jours suivants, avec son avocat présent, Thomas Dawson raconta toute l'histoire, et ce qu'il révéla montrerait que les 9 meurtres n'avaient pas commencé comme un plan calculé pour éliminer la concurrence. Ils avaient commencé pour quelque chose de beaucoup plus banal, quelque chose de tellement insignifiant que cela rendait toute l'horreur encore plus incompréhensible. Les Dawson s'étaient installés dans les montagnes du Kentucky oriental dans les années 1880. Ils venaient de Virginie, chassés par des dettes et des querelles familiales. Le premier Dawson à arriver, Elijah, avait acheté un terrain le long de Shelby Creek pour presque rien et y avait construit une cabane en bois. Ses descendants y vivaient encore plus d'un siècle plus tard. Vernon Dawson Sr. était né en 1914, l'aîné de 7 enfants. Son père, comme son grand-père avant lui, avait travaillé dans les mines de charbon qui parsemèrent les montagnes. Vernon avait suivi la même voie à l'âge de 16 ans, descendant chaque jour dans les tunnels sombres et étroits pour extraire le charbon qui alimentait les industries du Nord. Il avait épousé Martha Collins en 1935. Elle avait 17 ans, lui 21. Leur premier fils, Vernon Jr., était né en 1936. Puis Robert en 1939, Daniel en 1941 et finalement Thomas en 1944, juste avant que Vernon ne parte pour la guerre du Pacifique. Il avait passé 18 mois dans les îles Philippines avant de rentrer en 1946, physiquement intact, mais psychologiquement marqué par ce qu'il avait vu. Vernon avait repris le travail dans les mines après la guerre. Il avait passé les 3 décennies suivantes à descendre dans les puits chaque matin et à remonter chaque soir, couvert de poussière noire, les poumons se détériorant lentement. Il n'avait jamais beaucoup parlé. Ses fils se souvenaient d'un homme silencieux, qui rentrait à la maison fatigué, mangeait son dîner, puis s'asseyait sur le porche jusqu'à ce qu'il soit temps de dormir. Martha avait élevé les 4 garçons avec une discipline stricte. Elle allait à l'église baptiste chaque dimanche et s'attendait à ce que ses fils l'accompagnent. Elle leur apprenait à travailler dur, à respecter les aînés et surtout à se soutenir mutuellement. La famille avant tout, disait-elle souvent. Le sang est plus épais que l'eau.
Les frères Dawson avaient grandi dans cet environnement de loyauté familiale intense. Ils avaient appris dès leur plus jeune âge que les outsiders ne pouvaient pas être complètement approuvés. Que les secrets de la famille restaient dans la famille. Que si quelqu'un faisait du mal à un Dawson, tous les Dawson répondaient. Vernon Jr., l'aîné, était devenu le leader naturel après la retraite de leur père en 1975. À 46 ans en 1982, il ressemblait physiquement à Vernon Senior. Grand, mince, avec des cheveux gris et des mains calleuses. Il avait travaillé dans les mines jusqu'en 1973, puis était devenu chauffeur de camion. Mais son véritable revenu venait de la distillation et de la vente de moonshine. Robert, le deuxième fils, était plus grand et plus musclé que son frère aîné. Il avait la réputation d'avoir un tempérament violent quand il était plus jeune, bien qu'il se soit calmé en vieillissant. Il travaillait occasionnellement dans la construction, mais passait la plupart de son temps à gérer l'alambic familial caché dans les collines. Daniel, le troisième fils, était le plus calme des quatre. Marié avec 3 enfants, il travaillait comme mécanicien dans une station-service de Pikeville. Ses voisins le décrivaient comme un homme tranquille qui ne causait jamais de problème. Personne n'aurait imaginé qu'il était capable de violence. Thomas, le plus jeune, était différent de ses frères. Plus petit, avec des traits plus doux. Il semblait moins confiant, moins sûr de lui. Il n'avait jamais été marié et vivait seul dans la plus petite maison de la propriété familiale. Il travaillait sporadiquement comme aide dans diverses fermes locales. Ses frères le considéraient comme le plus faible de la famille, celui qui avait besoin de protection. Dans les années 1970, alors que l'industrie du charbon déclinait et que les emplois se raréfiaient, les Dawson avaient intensifié leur production de moonshine. Ils n'étaient pas seuls. Des dizaines de familles dans les Appalaches faisaient la même chose. C'était une tradition qui remontait à la Prohibition, un moyen de survie économique dans une région où les opportunités légitimes disparaissaient. L'alambic des Dawson était situé dans une vallée isolée, à environ 3 kilomètres derrière leur propriété. Accessible seulement par un chemin de terre étroit, l'endroit était parfait pour une opération clandestine. Ils produisaient environ 150 litres par semaine, qu'ils vendaient principalement dans les comtés secs environnants, où la demande restait forte. Leur territoire traditionnel incluait certaines routes et certains clients qu'ils considéraient comme leur appartenant. Pas officiellement, mais par convention tacite. Dans le monde du moonshine, ces arrangements informels étaient respectés pour éviter les conflits. Chaque producteur avait ses zones, ses clients, ses routes de distribution. Le système fonctionnait tant que tout le monde respectait les limites. Mais au début de 1979, quelque chose avait changé. Les hommes associés au réseau Codil avaient commencé à empiéter sur ce que les Dawson considéraient comme leur territoire. Curtis Blevins avait été vu vendant de l'alcool à des clients que les Dawson fournissaient depuis des années. Raymond Tucker avait utilisé une route de montagne que Robert Dawson empruntait toujours pour ses livraisons. D'autres avaient fait des remarques désobligeantes sur la qualité du moonshine des Dawson. Ces infractions auraient pu être résolues par la négociation. Dans des circonstances normales, les familles se seraient rencontrées, auraient discuté des limites territoriales, auraient trouvé un compromis. Mais quelque chose s'était produit qui avait transformé ces frictions mineures en quelque chose de bien plus sombre. Selon le témoignage de Thomas Dawson, tout avait commencé le 8 mars 1979, 4 jours avant la première disparition. Ce soir-là, Vernon Jr. était au bar local de Hardy, un établissement que les Dawson fréquentaient régulièrement. Curtis Blevins était également présent. Vers 22 heures, après plusieurs bières, une conversation avait commencé entre les deux hommes. Thomas n'était pas présent cette nuit-là, mais son frère Robert lui avait raconté ce qui s'était passé. Apparemment, Curtis avait fait un commentaire sur l'alambic des Dawson. Il avait dit que leur moonshine goûtait la pisse, et que c'était pour ça que ses clients préféraient acheter ailleurs. Vernon Jr. avait répondu calmement que Curtis devrait faire attention à ce qu'il disait. Mais Curtis, encouragé peut-être par l'alcool, avait continué. Il avait dit que les Dawson étaient des has-been qui ne comptaient plus, que leur époque était terminée, que les nouvelles routes appartenaient à ceux qui avaient le courage de les prendre. Puis il avait ajouté quelque chose qui, selon Thomas, avait scellé son destin. Curtis Blevins avait dit « Votre vieux père doit avoir honte d'avoir élevé des fils aussi pathétiques.
Dans la culture des Appalaches, certaines insultes ne pouvaient pas être ignorées. Critiquer le travail d'un homme, c'était acceptable. Critiquer sa famille, c'était différent. Insulter directement le patriarche de la famille, suggérer qu'il avait échoué dans son devoir le plus fondamental, l'éducation de ses fils, c'était franchir une ligne que personne ne franchissait impunément. Vernon Junior n'avait pas répondu cette nuit-là. Il avait simplement fini sa bière, était sorti du bar et était rentré chez lui. Mais le lendemain matin, il avait réuni ses 3 frères dans la maison de leur père. Vernon Senior était présent également. Ils avaient parlé pendant plusieurs heures. Ce qui avait été décidé lors de cette réunion allait déterminer le sort de 9 hommes au cours des 6 semaines suivantes. Car les Dawson n'avaient pas décidé simplement de se venger de Curtis Blevins. Ils avaient décidé quelque chose de beaucoup plus radical et horrifiant. Ils allaient envoyer un message que personne dans la région n'oublierait jamais. Un message sur ce qui arrivait à ceux qui manquaient de respect à la famille Dawson. Et ce message nécessiterait plus qu'un seul cadavre. L'insulte de Curtis Blevins n'aurait pas dû mener à 9 meurtres. Dans une région où les hommes se battaient régulièrement dans les bars et où les querelles familiales étaient monnaie courante, ces paroles auraient dû, au pire, provoquer une bagarre, peut-être une vengeance mineure comme un pneu crevé ou une fenêtre brisée. Mais pour la famille Dawson, cette insulte était devenue le catalyseur d'une violence disproportionnée. Vernon Senior, selon le témoignage de Thomas, n'avait pas directement ordonné les meurtres lors de la réunion du 9 mars 1979. Mais il n'avait pas non plus essayé de calmer ses fils. Il avait simplement dit « Un homme qui ne défend pas l'honneur de sa famille n'est pas un homme. Vous savez ce que vous devez faire ». Cette phrase ambiguë avait été interprétée par Vernon Junior comme une permission, voire une instruction. Dans l'après-midi du même jour, l'aîné des frères avait élaboré un plan. Il ne s'attaquerait pas seulement à Curtis Blevins. Il s'attaquerait à tous ceux qui travaillaient avec lui, tous ceux qui faisaient partie du réseau Codil, tous ceux qui avaient empiété sur leur territoire ou manqué de respect à leur famille. Ce n'était pas une décision prise dans le feu de la colère. C'était une décision calculée, prise calmement, méthodiquement. Vernon Junior avait dressé une liste de noms. 9 hommes au total. 9 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient contribué à ce qu'il percevait comme une humiliation systématique de sa famille. Le contraste entre la cause et la conséquence était vertigineux. Une remarque grossière dans un bar, le genre de choses qui se produisait des centaines de fois chaque week-end dans les Appalaches, allait coûter la vie à 9 personnes. Mais pour les Dawson, ce n'était pas juste une remarque. C'était le point culminant de semaines, peut-être de mois, de ce qu'ils percevaient comme des affronts accumulés. Thomas Dawson avait expliqué aux enquêteurs que ses frères voyaient le monde d'une manière très binaire. Il y avait la famille et il y avait tous les autres. La famille était sacrée, intouchable. Tous les autres étaient des menaces potentielles qui devaient être gérées, contrôlées et, si nécessaire, éliminées. Cette vision du monde, cultivée depuis l'enfance, avait créé un isolement psychologique qui rendait possible des actes qu'une personne normale trouverait impensables. Mais comment était-il passé de la décision de tuer à l'acte lui-même? Comment 4 hommes, dont 3 avaient des familles et des emplois réguliers, avaient-ils pu systématiquement traquer et assassiner 9 personnes sur 6 semaines sans que leur conscience ne les arrête? Selon Thomas, c'était Vernon Junior qui avait dirigé toute l'opération. Il avait assigné des rôles à chaque frère. Robert était chargé du contact initial avec les victimes. Daniel devait préparer le site où les meurtres auraient lieu. Thomas devait servir de guetteur et s'assurer qu'il n'était pas suivi. Vernon Junior supervisait tout et participait directement aux noyades. Le processus était toujours le même. Robert appelait la victime désignée et lui demandait de le rencontrer pour discuter d'une opportunité commerciale ou pour résoudre un différend. Le rendez-vous était toujours fixé le soir, toujours dans un endroit isolé. Les victimes venaient parce qu'elles connaissaient Robert Dawson, au moins de réputation. Elles ne s'attendaient pas à être en danger. Quand la victime arrivait au point de rendez-vous, généralement un chemin de terre près de Kentucky Creek, elle trouvait non seulement Robert mais aussi Vernon Junior et Daniel. Cela aurait dû être un signal d'alarme, mais avant que la victime ne puisse réagir, les 3 frères l'immobilisaient. Thomas attendait plus loin sur la route avec un véhicule, surveillant pour s'assurer que personne ne passait.
La victime était forcée à descendre vers la rivière. Là, les frères Dawson la plongeaient sous l'eau. Ils la maintenaient immergée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis la remontaient à la surface. Quand la victime reprenait connaissance, toussant et haletant, Vernon Junior lui posait une question. « Est-ce que tu regrettes ce que tu as dit sur notre famille ?» Certaines victimes, confuses et terrifiées, essayaient de nier. D'autres suppliaient pour leur vie. Quelques-unes, selon Thomas, ne comprenaient même pas pourquoi cela leur arrivait, car elles n'avaient jamais directement insulté les Dawson. Mais Vernon Junior ne cherchait pas vraiment de réponse. Le rituel de la question était juste une partie du processus. Après quelques minutes de récupération, la victime était replongée sous l'eau. Le cycle se répétait 2, 3, parfois 4 fois. Puis, finalement, elle était maintenue sous l'eau jusqu'à ce que les bulles s'arrêtent et que le corps devienne inerte. La mort n'était pas instantanée. Elle prenait parfois plusieurs minutes de lutte désespérée. Une fois la victime morte, les frères transportèrent le corps jusqu'au véhicule de Thomas. Ils conduisaient ensuite jusqu'au puits de mine abandonné qu'ils avaient repéré des semaines plus tôt. Le corps était jeté dans le puits, puis ils rentraient chez eux, nettoyaient leurs vêtements et continuaient leur vie normale. Ce qui rendait tout cela encore plus perturbant, c'était la fréquence. Ils ne prenaient pas de longues pauses entre les meurtres pour réfléchir ou ressentir des remords. Parfois, seulement quelques jours séparaient deux victimes. C'était devenu une routine, un travail à accomplir. Vernon Junior avait sa liste et il la suivait méthodiquement. Thomas Dawson avait confessé qu'il n'avait jamais directement participé aux noyades. Son rôle était celui de guetteur et de chauffeur. Mais il avait vu ce qui se passait. Il avait entendu les cris étouffés, les supplications, les bruits de lutte dans l'eau. Et il n'avait rien fait pour arrêter ses frères. Quand les enquêteurs lui avaient demandé pourquoi, sa réponse avait été simple et dérangeante. C'était la famille. On fait ce que la famille demande. Cette loyauté aveugle, cette incapacité à remettre en question les décisions du groupe familial, était au cœur de toute l'horreur. Les Dawson n'étaient pas des psychopathes dépourvus d'empathie. Ils étaient des hommes ordinaires qui avaient été élevés dans un système de valeurs où la loyauté familiale transcendait toute autre considération morale. Dans ce système, tuer pour protéger l'honneur de la famille n'était pas un crime. C'était un devoir. Mais même dans ce contexte de loyauté perverse, le choix de la méthode de mise à mort révélait quelque chose de plus sombre. Pourquoi la noyade? Pourquoi ce processus prolongé et torturant plutôt qu'une mort rapide par balle ou couteau? Vernon Junior, lors de son propre interrogatoire après l'arrestation, avait fourni une réponse qui glaça les enquêteurs. Il avait dit « On voulait qu'ils aient le temps de comprendre pourquoi ça leur arrivait. Une balle, c'est trop rapide. Ils n'auraient pas eu le temps de vraiment regretter. » La torture n'était pas un effet secondaire de leur méthode, c'était l'objectif. Les Dawson voulaient que leurs victimes souffrent, qu'elles aient le temps de réfléchir à leurs erreurs, qu'elles comprennent que manquer de respect à la famille Dawson avait des conséquences terribles. C'était une vengeance calculée, conçue pour maximiser non seulement la mort, mais aussi la terreur et la souffrance qui la précédaient. Et pendant 6 semaines, de la mi-mars à la fin avril 1979, ce processus s'était répété 9 fois. 9 hommes avaient été attirés dans des pièges, torturés par noyades répétées, puis jetés dans un puits de mine abandonné. Et pendant tout ce temps, Vernon Senior était resté chez lui, attendant que ses fils reviennent lui confirmer que l'honneur de la famille avait été restauré. Les 6 semaines entre le 12 mars et le 2 mai 1979 révélaient une organisation minutieuse qui contrastait étrangement avec le motif banal de l'insulte initiale. Vernon Junior Dawson n'avait pas agi impulsivement. Chaque aspect de l'opération avait été planifié avec un soin presque professionnel. Le premier élément crucial était le choix du lieu d'élimination final. Le puits de mine abandonné près de Kentucky Creek avait été sélectionné plusieurs semaines avant le premier meurtre. Daniel Dawson, qui connaissait bien la région grâce à ses années de chasse dans les montagnes, avait exploré plusieurs sites potentiels avant de recommander celui-ci à ses frères. Le puits était situé à environ 8 km de la route principale, accessible uniquement par un chemin forestier étroit qui n'était utilisé que par les chasseurs occasionnels. L'entrée du puits était partiellement cachée par la végétation. Personne ne l'avait exploité depuis les années 1930. Les cartes minières officielles ne le mentionnaient même pas.
probablement parce qu'il avait été creusé de manière informelle par une petite opération familiale qui n'avait jamais été enregistrée. La profondeur du puits, environ 15 mètres, était suffisante pour que les corps ne soient pas visibles depuis la surface. L'eau stagnante au fond, alimentée par des infiltrations souterraines, assurait que les corps resteraient immergés et donc moins susceptibles de produire des odeurs qui pourraient attirer l'attention. C'était un tombeau presque parfait. Le deuxième élément était la méthode de contact avec les victimes. Robert Dawson utilisait toujours un téléphone public pour passer ses appels. Il ne téléphonait jamais depuis la maison familiale ou depuis chez lui. Cette précaution simple mais efficace rendait pratiquement impossible de retracer l'origine des appels. En 1979, les technologies de surveillance téléphonique étaient limitées, surtout dans les régions rurales du Kentucky. Robert variait également les cabines téléphoniques qu'il utilisait. Une fois à Pikeville, une fois à Prestonsburg, une autre fois à Whitesburg. Il ne créait jamais de pattern prévisible. Les enquêteurs qui examineraient plus tard les registres téléphoniques des victimes verraient des appels provenant de différentes villes, ce qui ne mènerait nulle part. Le troisième élément était le timing. Vernon Jr. avait espacé les meurtres de manière irrégulière. Parfois 3 jours entre 2 victimes, parfois 1 semaine, parfois 4 jours. Cette irrégularité rendait plus difficile l'identification d'un pattern. Si les meurtres s'étaient produits chaque week-end ou à intervalles réguliers, cela aurait pu alerter les autorités plus tôt. Mais l'apparente randomisation du timing créait une impression de chaos plutôt que de plan organisé. Le quatrième élément, et peut-être le plus important, était le maintien d'une vie normale entre les meurtres. Les frères Dawson continuaient leurs activités quotidiennes. Vernon Jr. conduisait son camion. Daniel travaillait à la station-service. Robert s'occupait de l'alambic. Thomas faisait ses petits boulots agricoles. Ils allaient au bar, parlaient avec leurs voisins, assistaient aux événements communautaires. Personne ne remarquait de changement dans leur comportement. Ils ne devenaient pas soudainement reclus ou paranoïaques. Ils ne montraient pas de signes de stress ou de culpabilité. Cette capacité à compartimenter, à séparer complètement leurs actes criminels de leur vie quotidienne, était à la fois remarquable et terrifiante. Vernon Senior jouait également un rôle crucial dans cette normalité maintenue. Après chaque meurtre, selon le témoignage de Thomas, les frères se réunissaient chez leur père pour faire un rapport. Vernon Senior ne demandait pas de détails sur comment la victime était morte. Il voulait simplement confirmation que c'était fait. Puis il disait quelque chose comme « Bien. Maintenant rentrez chez vous et dormez tranquillement ». Cette routine de rapport au patriarche servait plusieurs fonctions psychologiques. Elle renforçait l'idée que les meurtres étaient des actes légitimes approuvés par l'autorité familiale. Elle transformait la violence en devoir accompli, quelque chose dont on pouvait être fier plutôt que honteux. Et elle maintenait Vernon Senior au centre de la structure familiale, même s'il ne participait pas directement au meurtre. Le cinquième élément était la gestion des véhicules des victimes. Les Dawson ne laissaient jamais les voitures près du lieu de la noyade. Après avoir tué une victime, il conduisait son véhicule jusqu'à un endroit différent, généralement à plusieurs kilomètres, et l'abandonnait là. Parfois il laissait les clés sur le contact, parfois il les jetait dans les bois. Cette dispersion des véhicules contribuait à brouiller les pistes. Curtis Blevins avait été retrouvé devant sa caravane. Raymond Tucker près de la route 23. Bobby Ray Owens sur un pont. Chaque véhicule dans un endroit différent, créant l'impression de disparitions séparées, plutôt que d'une série coordonnée. Les enquêteurs cherchant des patterns dans les lieux où les véhicules avaient été abandonnés ne trouveraient rien de cohérent. Le sixième élément était le silence absolu en dehors de la famille immédiate. Aucun des frères Dawson n'avait parlé de leurs actes à leurs épouses, leurs enfants ou leurs amis. Daniel, qui était marié avec 3 enfants, rentrait chez lui après avoir participé à un meurtre et embrassait sa femme comme si de rien n'était. Il mangeait le dîner avec sa famille, aidait ses enfants avec leurs devoirs, puis allait se coucher. Cette capacité à maintenir des secrets aussi terribles, à vivre une double vie si complète, suggérait soit une psychologie particulièrement compartimentée, soit une conviction si profonde dans la justesse de leurs actes qu'ils ne ressentaient aucune dissonance cognitive. Pour les Dawson, tuer pour l'honneur familial n'était probablement pas différent de n'importe quel autre travail désagréable, mais nécessaire. Le 7e élément était leur compréhension du territoire. Les frères Dawson avaient grandi dans ces montagnes. Ils connaissaient chaque route,
chaque chemin de terre, chaque endroit isolé où on pouvait faire disparaître quelqu'un sans être vu. Cette connaissance intime du terrain leur donnait un avantage énorme sur les autorités qui, même locales, ne pouvaient pas égaler leur familiarité avec chaque recoin de la région. Quand ils emmenaient une victime vers Kentucky Creek pour la noyer, ils empruntaient des chemins que peu de gens connaissaient. Quand ils transportaient un corps vers le puits de mine, ils évitaient les routes principales et utilisaient des passages forestiers que seuls les chasseurs ou les moonshine locaux connaissaient. Cette navigation experte à travers un paysage qu'ils maîtrisaient parfaitement rendait la détection presque impossible. Mais malgré toute cette planification, malgré toutes ces précautions, il y avait eu un facteur que Vernon Jr. n'avait pas anticipé, la psychologie de son plus jeune frère. Thomas Dawson n'était pas aussi fort psychologiquement que ses aînés. Il participait par loyauté familiale, mais chaque meurtre le rongeait un peu plus. Et ce serait cette faiblesse, cette fissure dans l'unité familiale, qui finirait par tout faire s'effondrer. Curtis Blevins avait été le premier. La nuit du 12 mars 1979, Robert Dawson l'avait appelé d'une cabine téléphonique de Pikeville vers 20h15. La conversation avait été brève. Robert avait dit qu'il voulait discuter d'une opportunité commerciale, qu'il avait accès à une source d'alcool de qualité supérieure qu'il pourrait partager si Curtis était intéressé. Le rendez-vous avait été fixé pour 23 heures sur un chemin près de Shelby Creek. Curtis était venu seul, comme convenu. Il avait probablement pensé que c'était une vraie opportunité commerciale, peut-être une tentative de Robert de résoudre pacifiquement les tensions entre leurs opérations respectives. Il ne savait pas que Vernon Jr. et Daniel attendaient dans l'ombre. Quand Curtis était sorti de sa camionnette, les trois frères l'avaient rapidement maîtrisé. Il avait essayé de résister, mais 3 hommes contre 1 ne laissaient aucune chance. Ils l'avaient traîné vers la rivière, à environ 100 mètres de la route. L'eau de Kentucky Creek était froide en mars, encore gonflée par la fonte des neiges d'hiver. Thomas, qui attendait sur la route, avait entendu les bruits de lutte, puis les éclaboussures, puis un silence, puis de nouveau des éclaboussures et des bruits étouffés. Cela avait duré environ 15 minutes. Quand ses frères étaient remontés du bord de la rivière, ils portèrent le corps de Curtis Blevins. Il était inerte, ses vêtements dégoulinant d'eau. Ils avaient placé le corps dans le coffre du véhicule de Thomas. Puis Robert et Daniel étaient retournés à la camionnette de Curtis. Ils l'avaient conduite jusqu'à la caravane de la victime et l'avaient garée devant, comme si Curtis était rentré chez lui. Ils avaient verrouillé les portières et gardé les clés. Ensuite, les 4 frères étaient allés jusqu'au puits de mine. Ils avaient jeté le corps de Curtis dans le trou. Le bruit de l'impact sur l'eau au fond était monté dans l'obscurité, puis le silence. Ils étaient rentrés chez eux vers 2 heures du matin. Vernon Senior les attendait. Vernon Junior lui avait dit simplement « C'est fait ». Le vieux homme avait hoché la tête et était allé se coucher. Le deuxième meurtre, celui de Raymond Tucker, avait suivi un schéma similaire 2 semaines plus tard. Mais cette fois, Vernon Junior avait fait une modification. Avant de noyer Raymond, il lui avait posé la question qui deviendrait leur rituel. « Est-ce que tu regrettes ce que tu as dit sur notre famille ?» Raymond, confus et terrifié, avait répondu qu'il n'avait rien dit. Vernon Junior l'avait replongé sous l'eau. Le cycle s'était répété 4 fois avec Raymond Tucker. Entre chaque immersion, Vernon Junior posait la même question. Raymond avait finalement compris, lors de la 3e remontée, qu'on lui reprochait quelque chose lié au Dawson, mais il ne savait toujours pas exactement quoi. Ses derniers mots, avant d'être plongé pour la 4e et dernière fois, avaient été « S'il vous plaît, j'ai des enfants ». Les Dawson n'avaient pas été émus. Pour eux, Raymond faisait partie du groupe qui avait empiété sur leur territoire. Le fait qu'il n'ait peut-être pas personnellement insulté leur famille n'avait pas d'importance. Il était complice par association. Les 7 meurtres suivants s'étaient déroulés avec une efficacité croissante. Les frères Dawson perfectionnaient leur méthode. Ils apprenaient combien de temps maintenir une victime sous l'eau avant qu'elle perde connaissance. Ils apprenaient à reconnaître les signes que la mort finale était imminente. Ils apprenaient à travailler ensemble avec une coordination silencieuse, chacun connaissant son rôle sans qu'il soit nécessaire de parler. Thomas Combs, la 3e victime, avait supplié pour sa vie pendant 20 minutes. Gerald Sloan, la 4e, avait essayé de se battre même après la première immersion, résistant avec une force désespérée jusqu'à ce que l'épuisement le rende docile.
Danny Combs, le cinquième, avait pleuré. Non pas pour lui-même, mais pour sa femme et ses enfants qu'il ne reverrait jamais. Michael Mullins, le sixième, était le plus âgé des victimes à 53 ans. Son corps avait résisté moins longtemps que les autres. Il était mort après seulement 2 cycles d'immersion. James Howard Potter, le septième, avait tenté de négocier, offrant de l'argent, promettant de quitter la région, jurant de ne jamais revenir. Les Dawson n'avaient pas répondu. Ils continuaient simplement leur travail. Larry Dean Tackett, le huitième, avait été différent. Selon Thomas Dawson, Larry semblait avoir deviné ce qui l'attendait quand il avait vu les 3 frères. Il n'avait pas essayé de fuir ou de se battre. Il avait simplement demandé « C'est à cause de Curtis ?» Vernon Jr. avait répondu « C'est à cause de tout ». Larry avait hoché la tête, comme s'il comprenait, puis s'était laissé emmener vers la rivière sans résistance. Bobby Ray Owens, la 9e et dernière victime, avait été tué le 2 mai. À ce moment-là, les Dawson avaient répété leur processus 8 fois. C'était devenu une routine macabre. Mais avec Bobby Ray, quelque chose de différent s'était produit. Quelque chose qui allait planter la première graine de doute dans l'esprit de Thomas Dawson. Bobby Ray était un homme plus petit que les autres, pesant peut-être 65 kilos. Il n'était pas particulièrement fort. Mais quand Vernon Jr. et ses frères l'avaient plongé sous l'eau pour la première fois, il avait lutté avec une férocité animale. Ses ongles avaient griffé les bras de Robert, laissant des marques sanglantes. Ses pieds avaient frappé Daniel dans l'estomac, le faisant trébucher en arrière. Cette résistance désespérée avait duré plus longtemps que d'habitude. Vernon Jr. avait dû appeler Thomas pour aider à maintenir Bobby Ray immobilisé. C'était la première fois que Thomas participait directement à une immersion. Ses mains tenaient les jambes de Bobby Ray, pendant que ses frères maintenaient le torse et la tête sous l'eau. Thomas avait senti les muscles de Bobby Ray se contracter, se détendre, puis se contracter à nouveau dans un dernier spasme de survie. Il avait senti le moment exact où la vie s'était échappée du corps, cette transition subtile entre un être humain vivant et un cadavre. Et quelque chose en lui s'était brisé. Après avoir jeté le corps de Bobby Ray dans le puits, sur le chemin du retour, Thomas avait commencé à pleurer silencieusement. Ses frères ne l'avaient pas remarqué dans l'obscurité du véhicule. Mais Thomas savait que quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois en 6 semaines, il réalisait pleinement ce qu'ils avaient fait. 9 hommes, 9 vies éteintes, 9 familles brisées. Mais il n'avait rien dit. La loyauté familiale était trop profondément ancrée. Même avec cette prise de conscience horrible, il ne pouvait pas trahir ses frères. Alors il avait rentré ses larmes, était rentré chez lui, et avait essayé de continuer sa vie comme si de rien n'était. Les 9 corps reposaient maintenant au fond du puits de mine, empilés dans l'eau froide et sombre. Vernon Jr. avait rayé le dernier nom de sa liste. L'honneur de la famille Dawson était, selon lui, restauré. Ils pouvaient maintenant retourner à leurs affaires normales, confiants que personne n'oserait plus jamais les défier. Mais cette confiance était mal placée. Car même les secrets les mieux gardés finissent par émerger, surtout quand ils pèsent sur la conscience d'un homme qui n'était pas aussi fort que ses frères. Dans les semaines qui suivirent les disparitions, les autorités locales se trouvaient dans une position délicate. Le shérif William Stratton du comté de Pike savait que 9 hommes avaient disparu dans un court laps de temps. Il savait également que tous étaient impliqués dans le commerce illégal de l'alcool, mais cette connaissance même compliquait l'enquête. Interroger des personnes sur les activités de Moonshine revenait à interroger un mur de pierre. Personne ne parlait. Les familles donnaient des réponses évasives. Les associés potentiels niaient connaître les disparus. Les témoins potentiels développèrent soudainement une amnésie sélective. Dans les Appalaches, la loi du silence autour de la contrebande d'alcool était aussi forte que la mafia sicilienne Omerta. Le bureau du shérif avait commencé par traiter chaque disparition comme un cas individuel. Curtis Blevins, probablement parti pour éviter des dettes ou des problèmes. Raymond Tucker, peut-être mort dans un accident de chasse, son corps jamais retrouvé. Thomas Hensley, possiblement impliqué dans une querelle qui avait mal tourné. Cette approche fragmentée empêchait de voir le pattern global. Ce n'est qu'à la mi-avril, après 6 disparitions, qu'un détective nommé Carl Henderson avait suggéré qu'il pourrait y avoir une connexion. Il avait créé un tableau dans la salle de briefing, listant les noms, les dates, les derniers endroits où chaque homme avait été vu. Le pattern était devenu impossible à ignorer.
6 hommes, tous impliqués dans le commerce d'alcool, tous disparus dans un rayon de 80 km, tous en l'espace d'un mois. Mais reconnaître un pattern n'était pas la même chose que résoudre le crime. Henderson et son équipe n'avaient aucune scène de crime, aucun corps, aucun témoin coopératif. Ils ne savaient même pas si ces hommes étaient de morts, ou simplement cachés quelque part. Techniquement, ils enquêtaient sur des personnes disparues, pas des meurtres. Les recherches initiales s'étaient concentrées sur les endroits évidents. Ils avaient dragué plusieurs sections de rivières locales. Ils avaient fouillé des ravins où des accidents de voiture auraient pu se produire. Ils avaient vérifié les hôpitaux dans un rayon de 200 km pour voir si des John Does correspondant aux descriptions étaient arrivés. Rien. Henderson avait ensuite commencé à interviewer des informateurs dans le milieu de la contrebande. Ces conversations se déroulaient toujours dans des endroits discrets, loin des oreilles indiscrètes. Mais même les informateurs qui coopéraient normalement avec la police semblaient ne rien savoir. Ou s'ils savaient quelque chose, ils avaient trop peur pour parler. Un informateur, connu seulement sous le nom de code Hawk, avait suggéré à Henderson de regarder du côté des familles qui se sentaient menacées par l'expansion du réseau Codil. Il avait mentionné que plusieurs petits producteurs se plaignaient d'être chassés de leur territoire. Mais quand Henderson avait demandé des noms spécifiques, Hawk était devenu nerveux et avait mis fin à la conversation. Le bureau du shérif avait également tenté d'infiltrer le milieu du moonshine avec des agents en civil. Cette approche avait échoué rapidement. Dans une communauté aussi fermée, les étrangers étaient immédiatement identifiés et exclus. Un agent qui avait essayé de se faire passer pour un acheteur intéressé s'était fait jeter hors d'un bar après seulement 2 heures. Les locaux savaient reconnaître les leurs. En mai, après la 9e disparition, la pression publique avait forcé Stratton à organiser une conférence de presse. Il avait admis que le bureau enquêtait sur une possible série de crimes, mais il avait refusé de fournir des détails spécifiques. Les médias locaux avaient publié des articles, mais sans corps ou preuves concrètes, l'histoire n'avait pas captivé l'attention au-delà de la région immédiate. L'été 1979 était passé sans progrès significatif. Les familles des disparus avaient organisé leurs propres recherches, parcourant les forêts et les collines, espérant trouver un indice que la police avait manqué. Certains avaient engagé des détectives privés avec leurs maigres économies. Rien n'avait émergé. À l'automne, l'enquête était effectivement au point mort. Les cas restaient ouverts sur le papier, mais aucune ressource active n'y était consacrée. Le bureau du shérif avait d'autres crimes à gérer, d'autres urgences à traiter. 9 personnes disparues impliquées dans des activités illégales ne constituaient pas la priorité la plus haute, aussi tragique que cela puisse paraître. En novembre 1979, William Stratton avait perdu sa réélection. Son échec à résoudre les disparitions avait contribué à sa défaite. Le nouveau shérif, Daniel Webb, avait hérité du dossier. Webb était un homme plus jeune, plus ambitieux, mais il se trouvait face aux mêmes obstacles que son prédécesseur. Sans nouvelles pistes, il ne pouvait rien faire de plus. Les années 1980 et 1981 étaient passées. Les familles avaient recommencé à accepter que leurs proches ne reviendraient probablement jamais. Plusieurs épouses avaient fait des demandes pour faire déclarer leur mari légalement décédé après 7 ans d'absence, la période requise par la loi du Kentucky. Les enfants avaient grandi sans leur père. La vie avait continué, marquée par cette absence permanente mais sans réponse. Les Dawson, pendant ce temps, vivaient leur vie normalement. Ils continuaient leur production de moonshine. Ils allaient aux mêmes bars, fréquentaient les mêmes magasins, participaient aux mêmes événements communautaires. Personne ne les regardait différemment. Personne ne les soupçonnait. Ils étaient juste une famille locale parmi d'autres. Vernon Senior était décédé en janvier 1981 d'une crise cardiaque. Il avait 67 ans. Son enterrement avait attiré une bonne partie de la communauté. Ses fils l'avaient apporté jusqu'à sa tombe dans le cimetière baptiste local. Si le vieux homme était mort en gardant le secret de ce que ses fils avaient fait, il l'avait emporté avec lui. Mais le secret ne resterait pas enterré avec Vernon Senior, car en mai 1982, un géologue descendrait dans un puits de mine abandonné, et la découverte qu'il y ferait relancerait l'enquête avec une force renouvelée. Et cette fois, les autorités ne commettraient pas les mêmes erreurs. Le 14 mai 1982, à 15h23 précisément, Frank Morrison, géologue de 42 ans travaillant pour la compagnie minière Eastern Kentucky Coal,
se tenait au bord d'un puits vertical dans les collines au nord de Kentucky Creek. Il consultait une carte minière datant de 1928 qu'il avait trouvée dans les archives de la compagnie. Morrison cherchait d'anciennes galeries qui pourraient encore contenir des veines de charbon exploitables avec les technologies modernes. Ce puits en particulier n'apparaissait sur aucune carte récente, mais le document de 1928 indiquait qu'il descendait à environ 15 mètres avant de se connecter à un réseau de galeries horizontales. Il avait apporté son équipement de descente, un harnais, une corde, une lampe frontale puissante. La descente avait été lente et prudente. Les parois du puits montraient des signes d'érosion et d'instabilité. Certaines sections étaient soutenues par de vieux étais en bois pourri qui craquaient sous son poids. Arrivé au fond, ses pieds avaient touché de l'eau. L'inondation partielle n'était pas surprenante dans ces vieilles mines. L'eau s'infiltrait naturellement à travers les fissures de la roche au fil des décennies. Il avait estimé la profondeur de l'eau à environ 1,20 m. Sa lampe frontale avait balayé la surface. C'est alors qu'il avait vu la première forme pâle. Un objet cylindrique, partiellement submergé, flottant doucement près de la paroi. Morrison avait d'abord pensé à un sac de couchage abandonné, ou peut-être à un animal mort tombé dans le puits. Mais en s'approchant, en dirigeant le faisceau de sa lampe plus directement, il avait compris. C'était un bras humain. Morrison avait reculé si brusquement qu'il avait trébuché et était tombé à genoux dans l'eau froide. Son cœur battait violemment. Il avait respiré profondément plusieurs fois pour se calmer, puis avait forcé ses yeux à regarder à nouveau. Ce n'était pas juste un bras. C'était un corps entier, gonflé par la décomposition et l'immersion prolongée, flottant face vers le bas. Et à côté, il y en avait un autre, puis un autre. Morrison avait compté 9 formes distinctes dans l'eau, certaines partiellement recouvertes de sédiments, d'autres flottant librement. Il avait remonté le puits plus vite qu'il n'était descendu, ses mains tremblant tellement qu'il avait du mal à s'accrocher à la corde. Une fois en surface, il avait couru jusqu'à son véhicule et avait utilisé sa radio CB pour contacter le bureau de sa compagnie. L'opératrice avait immédiatement appelé le bureau du shérif. Le shérif Daniel Webb était arrivé sur les lieux 45 minutes plus tard, avec une équipe de 6 officiers. Il était descendu dans le puits avec le chef adjoint Marcus Holland pour confirmer ce que Morrison avait trouvé. La vision qui les attendait au fond dépassait leurs pires attentes. 9 corps dans divers états de décomposition flottaient dans l'eau sombre. 3 ans d'immersion avaient considérablement dégradé les tissus, mais les vêtements étaient encore partiellement intacts. Webb avait immédiatement ordonné de sécuriser la zone et d'appeler le médecin légiste. La récupération des corps avait pris 2 jours complets. Chaque cadavre devait être remonté avec un soin extrême pour préserver toute preuve potentielle. L'odeur était insupportable malgré les années d'immersion. Plusieurs officiers avaient dû s'éloigner pour vomir. C'était une scène que même les vétérans les plus endurcis de l'équipe n'oublieraient jamais. Le docteur Harold Sampson, médecin légiste du comté depuis 1968, avait établi un laboratoire temporaire dans la morgue locale pour effectuer les autopsies. Les corps étaient dans un état qui rendait l'identification visuelle impossible. La peau était décolorée et gonflée, les traits du visage déformés au-delà de toute reconnaissance. Sampson avait utilisé les dossiers dentaires, les vêtements et quelques effets personnels retrouvés dans les poches pour identifier les victimes. Une alliance gravée avec les initiales RT sur l'un des corps avait confirmé l'identité de Raymond Tucker. Un portefeuille en cuir miraculeusement préservé dans une poche arrière contenait le permis de conduire de Curtis Blevins. Un tatouage sur l'épaule gauche d'un autre corps correspondait à celui de Michael Mullins. Un par un, les 9 hommes disparus en 1979 étaient identifiés. Leurs familles étaient contactées. Après 3 ans d'incertitude, elles avaient enfin une réponse, aussi horrible soit-elle. Leurs hommes étaient morts, assassinés et jetés dans un puits comme des déchets. Mais les autopsies révélèrent quelque chose qui transformait ce qui aurait pu être un simple homicide multiple en quelque chose de bien plus sinistre. Le docteur Sampson avait noté dans son rapport du 20 mai 1982 que tous les hommes étaient morts par noyade. Les poumons contenaient de l'eau, mais pas l'eau stagnante du puits de mine. C'était de l'eau de rivière, identifiable par sa composition minérale et la présence de sédiments spécifiques à Kentucky Creek. Plus troublant encore, l'examen microscopique des tissus pulmonaires révélait des patterns d'absorption d'eau incompatibles avec une seule noyade.
Certaines zones des poumons montraient des signes d'avoir absorbé de l'eau, puis d'avoir été partiellement drainées, puis d'avoir absorbé à nouveau de l'eau. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Noyade répétée. Les ecchymoses sur les épaules et le haut des bras, bien que partiellement dégradées par la décomposition, étaient encore visibles sur plusieurs corps. Leur position suggérait qu'une ou plusieurs personnes avaient maintenu fermement les victimes. Les marques sur la nuque de 3 corps indiquaient qu'une pression avait été appliquée pour forcer leur tête sous l'eau. Sampson avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais cette méthodologie de torture par noyade répétée était quelque chose de nouveau. Ce n'était pas un meurtre passionnel. Ce n'était pas un accident. C'était une exécution délibérée et prolongée, conçue pour maximiser la souffrance avant la mort. Son rapport de 53 pages détaillait chaque trouvaille, chaque mesure, chaque observation. Il concluait que les 9 hommes avaient été assassinés de manière similaire, probablement par les mêmes auteurs, dans un intervalle de temps relativement court. La cause de la mort, asphyxie par noyade. La manière, homicide. Quand le shérif Webb avait lu ce rapport, il avait immédiatement compris que son département faisait face à quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas un tueur en série dans le sens traditionnel. La motivation n'était pas sexuelle ou psychopathique. C'était quelque chose d'autre, quelque chose d'enraciné dans les dynamiques sociales uniques des Appalaches. Il avait formé une équipe spéciale de 8 enquêteurs. Leur mission, réexaminer tous les témoignages de 1979, chercher des connexions manquées, identifier des suspects potentiels. Cette fois, avec des corps et des preuves physiques, peut-être que les gens parleraient. Et effectivement, lentement, le mur de silence commençait à se fissurer. Les gens qui avaient eu peur de parler en 1979, quand les corps n'avaient pas encore été découverts, étaient maintenant prêts à partager ce qu'ils savaient. Pas ouvertement, pas publiquement, mais dans des conversations privées avec les enquêteurs. Un nom revenait de plus en plus fréquemment dans ces conversations murmurées. Dawson, la famille Dawson, les frères qui vivaient près de Shelby Creek, les hommes qui ne toléraient aucun manque de respect, et lentement, pièce par pièce, l'histoire commençait à émerger. La perquisition de la propriété Dawson le 22 juin 1982 n'avait pas produit de pistolet fumant, mais la découverte de la corde en nylon avait donné aux enquêteurs suffisamment de justification pour maintenir les 5 hommes en garde à vue pendant 72 heures. Ce délai légal était tout ce dont ils disposaient pour essayer de briser le silence de la famille. Les interrogatoires s'étaient déroulés dans des salles séparées au sous-sol du bureau du shérif. Vernon Senior était décédé, mais ses 4 fils restaient. Chacun avait été assigné à un détective spécifique qui passerait les 3 jours suivants à essayer de les faire parler. Vernon Junior, interrogé par le shérif Webb lui-même, était resté silencieux pendant les 24 premières heures. Il demandait un avocat, puis se refermait. Quand l'avocat arrivait, Vernon Junior lui disait de ne rien dire aux enquêteurs. C'était un mur de pierre impossible à pénétrer. Robert Dawson, interrogé par le chef adjoint Holland, avait adopté une stratégie légèrement différente. Il répondait aux questions, mais toujours de manière à ne rien révéler. Je ne me souviens pas. C'était il y a longtemps. Je connaissais certains de ces hommes, mais pas bien. Holland avait essayé toutes les techniques qu'il connaissait, mais Robert ne bougeait pas. Daniel Dawson, interrogé par le détective Carl Anderson, celui qui avait initialement identifié le pattern des disparitions en 1979, était encore plus fermé que ses frères. Il ne disait absolument rien. Il fixait le mur en face de lui et ne réagissait à aucune question. C'était comme interroger une statue. Mais Thomas Dawson était différent. Le détective assigné à son cas, Marcus Holland, avait rapidement remarqué des signes de stress. Thomas transpirait malgré l'air conditionné. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux évitaient le contact direct. C'était quelqu'un qui portait un poids énorme et qui voulait s'en libérer. Holland, un vétéran de 22 ans dans la police, avait vu ce comportement des centaines de fois. Thomas Dawson voulait confesser. Il avait juste besoin d'une raison, d'une justification, qui lui permettrait de trahir la loyauté familiale sans se sentir complètement déshonoré. Au lieu de l'accuser directement, Holland avait passé les premières heures à simplement parler de la vie. Il avait parlé de sa propre famille, de ses enfants, de ce que signifiait être un bon homme. Il n'avait pas mentionné les meurtres.
Il créait juste une atmosphère de conversation normale, humaine. Puis, lentement, il avait commencé à parler de conscience. Comment un homme pouvait porter un secret si lourd qu'il l'empêchait de dormir la nuit. Comment parfois, dire la vérité était le seul moyen de trouver la paix. Comment la loyauté familiale était importante, mais la loyauté envers soi-même l'était aussi. Thomas avait écouté en silence pendant des heures. Puis, vers la fin du 2e jour, il avait finalement parlé. Pas pour confesser, pas encore. Mais pour poser une question. Si quelqu'un savait quelque chose sur ces hommes morts, mais n'avait pas directement tué personne, qu'est-ce qui lui arriverait? Holland avait saisi cette ouverture. Il avait expliqué que le système judiciaire faisait une distinction entre ceux qui planifiaient et exécutaient des meurtres et ceux qui y étaient entraînés ou forcés de participer. Que la coopération avec la justice pouvait significativement réduire une peine. Que dire la vérité était toujours mieux que porter un mensonge pour le reste de sa vie. Thomas avait demandé à voir un avocat. Un défenseur public était arrivé 2 heures plus tard. Thomas avait passé 45 minutes seul avec lui. Quand ils étaient ressortis de la salle de consultation, l'avocat avait dit au shérif Webb que son client était prêt à faire une déclaration en échange de considérations spécifiques concernant sa peine. Les négociations avaient pris encore 4 heures. L'avocat voulait des garanties que Thomas ne ferait pas face à la peine capitale. Webb avait consulté le procureur de district, qui avait accepté de recommander la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, si Thomas témoignait pleinement et honnêtement contre ses frères. À 17h43, le 22 juin 1982, Thomas Dawson avait commencé à parler. Sa confession initiale avait duré 4 heures. Elle était enregistrée sur cassette audio, transcrite par une sténographe judiciaire. Chaque mot était documenté, chaque détail noté. Thomas avait raconté l'insulte initiale de Curtis Blevins, la réunion familiale chez Vernon Senior, la liste de noms établie par Vernon Junior, le plan méthodique pour éliminer tous ceux qui avaient empiété sur leur territoire ou manqué de respect à leur famille. Il avait décrit son rôle comme guetteur et chauffeur, comment il attendait sur les routes, pendant que ses frères noyaient leurs victimes, comment il entendait les sons de lutte et de mort, comment il avait aidé à transporter les corps jusqu'au puits de mine. Il avait fourni des détails que seul quelqu'un de présent aurait pu connaître. L'ordre spécifique dans lequel les victimes avaient été tuées, les endroits exacts où chaque meurtre avait eu lieu, le rituel de la question que Vernon Junior posait entre chaque immersion. Quand Holland lui avait demandé pourquoi ils avaient choisi la noyade plutôt qu'une autre méthode, Thomas avait répété ce que Vernon Junior avait dit. On voulait qu'ils aient le temps de comprendre pourquoi ça leur arrivait. Cette déclaration glaciale résumait toute l'horreur. Ce n'était pas juste un meurtre pour éliminer la concurrence. C'était une torture calculée pour maximiser la souffrance et envoyer un message de terreur. À la fin de sa confession, Thomas avait dit quelque chose que Holland n'oublierait jamais. « Je sais que ce qu'on a fait était mal. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je pensais juste qu'on protégeait la famille. Mon père avait dit qu'un homme qui défend pas sa famille est pas un homme. Alors, on a fait ce qu'on pensait devoir faire. » Cette justification par la loyauté familiale pervertie était au cœur de tout. Les Dawson n'étaient pas des monstres nés. Ils étaient des hommes ordinaires qui avaient été élevés dans un système de valeurs où la famille transcendait tout, même la moralité humaine fondamentale. Et ce système les avait transformés en assassins. Armé de la confession de Thomas, Webb avait maintenant suffisamment de preuves pour arrêter formellement Vernon Junior, Robert et Daniel Dawson pour 9 chefs de meurtre au premier degré. Les 3 frères avaient été inculpés le 23 juin 1982. Ils avaient tous plaidé non coupables. Le procès serait long et complexe, mais avec le témoignage de Thomas et les preuves physiques des autopsies, la condamnation semblait presque certaine. La question n'était plus de savoir s'ils seraient reconnus coupables, mais quelle peine ils recevraient. Le procès des frères Dawson avait débuté le 14 février 1983, dans le tribunal du comté de Pike à Pikeville. Le juge président était Howard Bellamy, 62 ans. Un vétéran de la magistrature connu pour sa rigueur et son impartialité. La salle d'audience était bondée chaque jour, remplie de journalistes, de familles des victimes et de curieux venus de toute la région. Le procureur de district, William Harrington, 48 ans, avait construit son dossier sur 2 piliers principaux. Le témoignage de Thomas Dawson et les preuves médicales fournies par le docteur Sampson. Il savait que les jurés,
tous des résidents locaux familiers avec la culture des Appalaches, comprendraient les dynamiques de loyauté familiale, mais devaient néanmoins voir que 9 meurtres dépassaient toute justification. La défense, dirigée par l'avocat Preston McKinley, un homme de 53 ans avec une réputation de défendre les cas difficiles, avait adopté une stratégie de remise en question de la crédibilité de Thomas. McKinley argumentait que Thomas avait accepté de témoigner uniquement pour éviter la peine capitale, qu'il mentirait pour sauver sa propre peau, que son témoignage ne pouvait pas être approuvé sans preuves physiques corroborantes. Le procès avait duré 6 semaines. 83 témoins avaient été appelés. Plus de 200 pièces à conviction avaient été présentées. Les médias nationaux avaient commencé à couvrir l'affaire, fascinés par cette histoire de vengeance familiale dans les montagnes du Kentucky. Le témoignage de Thomas Dawson avait occupé 3 jours complets. Il avait raconté toute l'histoire depuis le début. Maintenant son calme malgré les questions agressives de McKinley en contre-interrogatoire. Quand McKinley lui avait demandé comment il pouvait trahir ainsi ses frères, Thomas avait répondu simplement « Je peux plus vivre avec ça sur la conscience ». Le docteur Sampson avait témoigné pendant 2 jours, expliquant en détail les trouvailles de ses autopsies. Il avait utilisé des diagrammes et des photographies pour montrer les preuves de noyades répétées. Plusieurs jurés avaient détourné les yeux face aux images des corps décomposés. Betty Lou Combs, la veuve de Danny Combs, avait témoigné sur l'appel téléphonique que son mari avait reçu le soir de sa disparition. Sa voix s'était brisée quand elle avait décrit comment elle avait attendu toute la nuit que Danny revienne, comment elle avait appelé la police le lendemain matin, comment elle avait vécu 3 ans sans savoir ce qui lui était arrivé. D'autres familles des victimes avaient également témoigné. L'épouse de Raymond Tucker, ses enfants maintenant adolescents, le frère de Curtis Blevins, la fille de Michael Mullins. Chacun racontait comment la disparition avait détruit leur vie, comment ils avaient vécu dans l'incertitude pendant 3 ans, comment la découverte des corps avait été à la fois un soulagement et une nouvelle tragédie. La défense avait appelé des témoins de caractère pour les accuser, des voisins qui décrivaient les Dawson comme des hommes calmes et travailleurs. Un pasteur baptiste qui disait que Daniel assistait régulièrement au service religieux, un ancien superviseur de Vernon Junior qui le louait comme un employé fiable. Mais ces témoignages de caractère semblaient dérisoires face aux preuves accablantes. McKinley savait qu'il se battait contre une marée montante. Sa meilleure chance était de convaincre au moins un juré que la peine de mort serait trop sévère, qu'une sentence de prison à vie serait suffisante. Vernon Junior n'avait pas témoigné en sa propre défense. Ni Robert, ni Daniel. Tous les 3 étaient restés silencieux tout au long du procès, assis à la table de la défense avec des expressions neutres, ne montrant aucune émotion visible. Le 1er avril 1983, après 6 semaines de témoignages et de débats, les avocats avaient présenté leur plaidoirie finale. Harrington avait passé 2 heures à récapituler les preuves, à humaniser les victimes, à argumenter que les accusés méritaient la peine maximale. McKinley avait passé 90 minutes à plaider pour la clémence, à rappeler aux jurés que même les criminels les plus horribles restaient des êtres humains. Le jury, composé de 7 hommes et 5 femmes, tous des résidents du comté de Pike, s'était retiré pour délibérer à 14 heures le 1er avril. Ils avaient délibéré pendant 18 heures, réparties sur 2 jours. Le 2 avril 1983, à 16h12, le jury était revenu avec un verdict. Le greffier avait lu « Pour le chef d'accusation de meurtre au 1er degré de Curtis Blevins, nous trouvons l'accusé Vernon Dawson Jr. coupable. Pour le chef d'accusation de meurtre au 1er degré de Raymond Tucker, nous trouvons l'accusé Vernon Dawson Jr. coupable. » Et le greffier avait continué pour les 9 victimes, coupable sur tous les chefs. Puis la même chose pour Robert Dawson, coupable sur tous les chefs. Puis pour Daniel Dawson, coupable sur tous les chefs. 27 verdicts de culpabilité au total. 9 meurtres au 1er degré pour chacun des 3 frères. La salle d'audience était restée silencieuse pendant la lecture des verdicts, puis avait éclaté en pleurs et en applaudissements quand le dernier verdict avait été prononcé. La phase de détermination de la peine avait commencé immédiatement. Le Kentucky autorisait la peine de mort pour les meurtres multiples. Harrington argumentait qu'elle était justifiée ici. McKinley plaidait pour la prison à vie. Le jury avait délibéré pendant 12 heures supplémentaires sur la peine. Le 4 avril 1983, ils étaient revenus avec leurs recommandations.
prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour chacun des 3 frères. Le juge Bellamy avait accepté la recommandation du jury. Le 5 avril 1983, Vernon Jr. Dawson, Robert Dawson et Daniel Dawson avaient été condamnés à 3 peines consécutives de prison à vie, une pour chaque groupe de 3 victimes. Effectivement, cela garantissait qu'ils mourraient en prison. Thomas Dawson, conformément à son accord de plaidoyer, avait été condamné séparément à une peine de 25 ans à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Il avait 44 ans au moment de sa condamnation. S'il survivait et se comportait bien, il pourrait sortir de prison à 69 ans. Les 3 frères condamnés avaient été transférés au Kentucky State Penitentiary, à Eddyville le jour même. Thomas avait été envoyé dans une installation séparée pour sa protection, car les détenus n'aimaient généralement pas ceux qui témoignaient contre leur propre famille. Les familles des victimes avaient exprimé des sentiments mitigés après les verdicts. Certains voulaient la peine de mort. D'autres pensaient que passer le reste de leur vie en prison était une punition pire. Tous s'accordaient sur un point. Enfin, 4 ans après les disparitions, justice avait été rendue. Mais l'histoire ne se terminait pas avec les condamnations, car les répercussions de ce que les Dawson avaient fait continueraient à se propager à travers la communauté pendant des années. Les mois qui suivirent le procès furent marqués par une période de réflexion difficile pour la communauté des Appalaches du Kentucky oriental. Les meurtres des Dawson avaient exposé quelque chose que beaucoup préféraient garder caché, la culture de violence et de vengeance qui existait encore dans certaines poches de la région. Les familles des victimes essayaient de reconstruire leur vie avec les réponses qu'elles avaient finalement obtenues. Betty Lou Combs, la veuve de Danny Combs, avait déménagé avec ses enfants dans l'Ohio pour prendre un nouveau départ. Elle avait dit à un journaliste en 1984 qu'elle ne voulait plus jamais remettre les pieds dans le Kentucky, que tout lui rappelait ce qu'elle avait perdu. L'épouse de Raymond Tucker, Caroline, était restée dans la région. Ses 3 enfants avaient grandi sans leur père, l'aîné maintenant âgé de 19 ans. Elle avait témoigné lors d'une audience du Conseil de libération conditionnelle en 1990 contre toute réduction de peine pour les frères Dawson. Sa demande avait été entendue. Aucun des 3 n'obtiendrait jamais de libération conditionnelle. Le commerce du moonshine dans la région avait connu des changements après le procès. Le réseau Codil s'était progressivement dissous au cours des années 1980. Les comtés secs avaient commencé à autoriser la vente d'alcool par référendum. Le besoin économique pour la contrebande diminuait. Les jeunes générations trouvaient d'autres moyens de gagner leur vie. La propriété des Dawson près de Shelby Creek était restée vide pendant plusieurs années. Personne ne voulait acheter un terrain associé à une telle horreur. Les maisons avaient été vandalisées, puis avaient recommencé à se détériorer. En 1987, la propriété avait été vendue aux enchères pour les arriérés d'impôts. Un promoteur de l'extérieur de l'État l'avait achetée pour presque rien, avait démoli les structures existantes et avait revendu le terrain divisé en petites parcelles. Le puits de mine où les corps avaient été découverts avait été scellé en 1983 par ordre du comté. Du béton avait été coulé dans l'ouverture pour empêcher quiconque d'y descendre à nouveau. Un petit monument avait été érigé à proximité, listant les noms des 9 victimes et les dates de leur disparition. Des familles venaient encore occasionnellement y déposer des fleurs. Vernon Jr. Dawson était mort en prison en 1995 d'un cancer du poumon à l'âge de 59 ans. Il n'avait jamais exprimé de remords pour ses actes. Jusqu'à la fin, il avait maintenu qu'il avait simplement défendu l'honneur de sa famille. Son corps avait été réclamé par une nièce éloignée et enterré dans un cimetière à 3 heures de route, loin de la région où il avait grandi. Robert Dawson était toujours vivant en 2003, détenu au Kentucky State Penitentiary. Il avait 64 ans et souffrait de multiples problèmes de santé. Il avait refusé toutes les demandes d'interview au fil des ans, choisissant de rester silencieux comme il l'avait toujours été. Daniel Dawson était également toujours en vie et incarcéré. Il avait trouvé la religion en prison, devenant un chrétien pratiquant. Il avait écrit des lettres d'excuses aux familles de ses victimes dans les années 1990, bien que la plupart n'aient jamais répondu. Une seule famille avait accepté de le rencontrer lors d'une session de médiation restauratrice en 1998. Cette rencontre était restée privée, mais le frère de l'une des victimes avait dit plus tard qu'elle lui avait apporté une certaine paix.
Thomas Dawson avait été libéré en 2007 après avoir purgé 25 ans de prison. Il avait 63 ans. Il s'était installé dans une petite ville à la frontière de la Virginie occidentale, vivant sous un nom légèrement modifié pour éviter l'attention. Il travaillait comme concierge dans une église baptiste. Les gens de sa nouvelle communauté ne savaient de rien de son passé. En 2015, un journaliste d'investigation avait finalement retrouvé Thomas et lui avait demandé une interview. Thomas avait d'abord refusé, puis avait changé d'avis. L'interview, publiée dans le Louisville Courrier-Journal, offrait un aperçu rare de la psychologie d'un homme qui avait participé à des meurtres multiples par loyauté familiale. Thomas avait dit « J'étais jeune, j'étais stupide. Je pensais que la famille était tout. Mon père nous avait élevés comme ça. Mais j'ai appris en prison que la famille peut aussi vous détruire si vous la laissez devenir plus importante que votre propre conscience. Si je pouvais revenir en arrière, je dirais non à mes frères. Mais je peux pas. Alors tout ce que je peux faire maintenant, c'est vivre le reste de ma vie en essayant d'être un homme meilleur. » L'affaire Dawson était devenue un cas d'étude dans plusieurs universités américaines, examiné dans des cours de criminologie, de psychologie sociale et d'anthropologie culturelle. Elle illustrait comment des facteurs culturels, l'isolement géographique, les structures familiales rigides et les codes d'honneur archaïques pouvaient créer des conditions propices à une violence extrême. Des documentaristes avaient produit plusieurs films sur l'affaire au fil des ans. Un livre avait été publié en 1989 par un journaliste local qui avait couvert le procès. Ces récits avaient contribué à transformer les meurtres des Dawson en une sorte de légende sombre des Appalaches, un avertissement sur ce qui se produisait quand les vieilles façons de penser persistaient dans un monde moderne. Mais au-delà des analyses académiques et des productions médiatiques, l'impact le plus profond était ressenti par ceux qui avaient vécu l'histoire de première main, les enfants qui avaient grandi sans leur père, les épouses qui avaient dû reconstruire leur vie seules, les communautés qui avaient perdu leur innocence. Kentucky Creek coulait toujours à travers les montagnes, ses eaux froides et claires continuant leur chemin éternel vers la vallée. Le puits de Minceley restait un rappel silencieux de ce qui s'était passé. Et dans les bars et les maisons de la région, les gens racontaient encore l'histoire des frères Dawson, transformée maintenant en légende, en avertissement, en rappel que même dans les endroits les plus isolés, la justice finissait toujours par trouver son chemin. En décembre 2025, plus de 46 ans après les meurtres, les derniers échos de l'affaire Dawson résonnent encore faiblement dans les Appalaches du Kentucky. Robert Dawson est décédé en prison en 2019 à l'âge de 80 ans. Daniel Dawson est toujours incarcéré à 84 ans, un vieil homme brisé qui passe ses journées à lire la Bible et à écrire des lettres que personne ne lit. Thomas Dawson vit toujours dans sa petite maison en Virginie occidentale, maintenant âgé de 81 ans. Il ne parle plus de son passé. Les quelques personnes qui connaissent son histoire l'évitent, mais la plupart l'ignorent simplement. Un vieil homme solitaire qui nettoie les planchers d'une église et attend la mort. Les 9 victimes sont enterrées dans divers cimetières à travers le Kentucky oriental. Leurs pierres tombales portent des dates de décès de 1982, l'année où leurs corps ont été découverts, plutôt que 1979, l'année de leur mort réelle. Cette discordance temporelle sert de rappel final de comment leurs vies ont été volées et cachées pendant 3 longues années. Les familles qui restent continuent de porter le poids de cette histoire. Certains petits-enfants des victimes, nés après les meurtres, ont grandi avec le fantôme d'un grand-père qu'ils n'ont jamais connu, tué pour une insulte prononcée dans un bar une nuit de mars 1979. L'histoire des meurtres de Kentucky Creek nous offre une fenêtre troublante sur la nature humaine. Elle montre comment la loyauté, normalement une vertu, peut se transformer en justification pour l'atrocité quand elle devient absolue et aveugle. Elle révèle comment des hommes ordinaires peuvent commettre des actes extraordinairement cruels quand ils sont convaincus que leurs actions sont moralement justifiées par un code d'honneur perverti. Elle nous rappelle également que derrière chaque statistique criminelle se cachent des vies réelles, des familles brisées, des enfants qui ont grandi sans parents, des épouses qui ont attendu des réponses pendant des années. Les 9 hommes tués n'étaient pas des saints. Ils étaient impliqués dans des activités illégales. Mais cela ne justifiait pas leur torture et leur meurtre. La question qui hante cette histoire n'est pas simplement « pourquoi est-ce arrivé ?», mais plutôt
Comment avons-nous créé une culture où cela pouvait arriver? Comment une famille entière pouvait-elle participer à des meurtres multiples et continuer à vivre normalement pendant 3 ans? Comment une communauté pouvait-elle garder le silence si longtemps? Les réponses à ces questions sont inconfortables car elles pointent vers des vérités plus larges sur la société humaine. Nous créons des cultures d'honneur qui valorisent la vengeance. Nous construisons des structures familiales qui exigent une loyauté absolue. Nous maintenons des codes de silence qui protègent les criminels au nom de la solidarité communautaire. L'affaire Dawson s'est terminée avec des condamnations et des peines de prison. Mais les questions qu'elle soulève sur la loyauté, l'honneur, la famille et la justice continuent de résonner. Dans les montagnes isolées du Kentucky, dans les quartiers urbains avec leurs propres codes, dans les familles, partout où la loyauté est testée contre la moralité, ces questions restent pertinentes. Ce cas nous offre une réflexion réaliste sur la nature humaine et la société. Qu'en pensez-vous? Avons-nous pu percevoir les signes tout au long du récit? Partagez vos théories dans les commentaires. Si ce type d'analyse approfondie vous intéresse, inutile de vous abonner à la chaîne ni d'activer les notifications. Si cette histoire vous a plu et vous a marqué, n'hésitez pas à la partager avec une personne susceptible d'être intéressée par des cas similaires.